À chaque fois que je parle de ça, c'est comme si j'étais en train de dévoiler quelque chose. C'est trahi quelque part, sincèrement. Ils m'ont circoncisé, après ils ont coupé, après ils m'ont collé un peu le sexe. Mais personne ne peut oublier cette douleur parce que tu ne comprends pas pourquoi. Le jour de mon mariage, ils ont déchiré avec les ongles. C'est là que j'ai souffert. Généralement, ils enlèvent le clitoris, les petites lèvres et parfois les grandes lèvres. Donc, généralement, c'est les femmes qui le font, ce qu'on appelle les exciseuses dans les pays où on pratique, avec des couteaux, avec de morceaux de verre, de teinçons de verre, de lames de rasoir, tout ce qui peut couper en fait. Il n'y a pas d'asepsie, ça se passe sans asepsie. Et après, il faut savoir que c'est une zone qui saigne énormément. Et comme ça saigne énormément, ils sont obligés de mettre des cataplasmes à base de bouse de vache ou de la terre, d'argile, avec un risque d'infection, un risque de tétanos qui existe. Les origines restent encore un peu floues. Ce qu'on sait, c'est que l'excision est plus ancienne que les religions monothéistes. Donc, elle est pratiquée sur tous les continents, mais la majorité des pays qui pratiquent l'excision se trouvent en Afrique. Et aujourd'hui, on fait un peu l'amalgame entre l'excision et la religion, notamment la religion musulmane. Si je prends l'exemple de quelques pays comme le Mali, la Guinée, où les musulmans sont les plus nombreux, il y a aussi des chrétiens, mais des chrétiens aussi qui pratiquent l'excision. Et lors des actions qu'on a menées jusque-là, il y avait des prêcheurs qui nous ont renseignés sur la question de l'excision par rapport au Coran. Et l'éclairage qu'il nous a apporté, c'est que aucun texte du Coran ne consacre l'excision. Mais comme l'excision était pratiquée au temps du prophète, il ne l'a pas interdit. Et comme il ne l'a pas dit non plus, ça a amené une division entre les musulmans. Et certains qui ne sont pas assez informés, donc pensent d'ailleurs que l'excision, que c'est la religion musulmane qui impose, qui exige l'excision, alors que ce n'est pas vrai du tout. Ma grand-mère fait partie d'une lignée de matrones. Et les matrones chez nous, c'est celles qui font les accouchements et qui font aussi la pratique, qui sont des inciseuses. Et les matrones, c'est aussi des femmes importantes dans la société. Ma mère, elle a hérité de ça. Donc, nous sommes une famille de danseuses et des ciseuses. À partir de cette lignée des ciseuses, moi, je devais continuer. Heureusement, j'ai quitté le village très jeune, après mon incision. Et la danse m'a beaucoup aidée pour ne pas suivre cette tradition. Je pense que si j'étais restée dans ces conditions, je serais peut-être inciseuse aujourd'hui. Il y en a qui le comparent à la circoncision. Moi, je dis non, c'est pas pareil. La circoncision, on enlève la peau. Mais quant à l'excision, c'est un organe qu'on élimine. Donc la correspondance chez l'homme serait de couper le pénis au beau milieu. Alors croyez-moi, et si on faisait ça aux hommes, ils auraient réagi depuis longtemps. Donc moi je dis aux hommes, pensez à cela, qu'on nous coupait le pénis au beau milieu. Et là, on saura que c'est quelque chose d'ignoble. La majorité de ces enfants-là vont décéder. Pourquoi ? Parce que c'est une zone qui saigne énormément. Ça, c'est lors de la pratique, en l'immédiat. Les conséquences à long terme, c'est-à-dire ce qui viendra après, les conséquences, souvent, ces jeunes filles ont des problèmes quand ils auront leurs règles,
quand vous voyez par exemple les types qui sont utilisés par exemple dans les pays de l'Afrique de l'Est où on ferme complètement le niveau vaginal, ils auront des problèmes quand ils vont avoir des règles. Les règles ne pourront plus sortir parce que les règles vont rester stagnées dans le vagin, ce qui vont faire que ces femmes auront des douleurs pendant les règles. Deuxièmement, ils auront des problèmes, des infections urinaires. L'urine, au lieu de sortir, reste stagnée dans le vagin et ils feront beaucoup des infections urinaires. Après, lors des accouchements, ils auront des complications. Donc, c'est des femmes qui vont avoir des hémorragies, des déchirures avec des fistules, c'est-à-dire fistule, c'est le trou qui va se communiquer entre le vagin et le rectum, c'est-à-dire les matières fécales, au lieu de passer par l'anus, vont passer également dans le vagin. Après, il y a des conséquences également lors des rapports, c'est-à-dire c'est des femmes qui auront des rapports qui seront très très douloureuses et qui auront des conséquences également sur le plan psychologique parce qu'ils ont touché un endroit où c'est très sensible ou qui joue sur la sexualité, donc ils auront des problèmes sexuels également. Étant obstétricien, je me suis intéressé à savoir comment il fallait faire accoucher ces patientes-là. Comment je peux venir en aide à ces patientes qui ont déjà subi cette mutilation. En m'informant, je me suis rendu compte qu'il y a M. Foldès, qui est un urologue, qui a mis en place ce qu'on appelle la reconstruction du clitoris chez toutes les femmes qui ont été victimes de mutilations sexuelles féminines. En sachant que lorsque les gens pratiquent l'excision, généralement, ils coupent la partie externe. Le clitoris, c'est quelque chose qui mesure à peu près 10 cm. Donc, il y a une bonne partie qui reste à l'intérieur. Donc, la technique consiste à aller chercher la partie qui est à l'intérieur, enfouie, et de le faire ressortir et d'enlever toute cette gangrène qui est tout autour pour bien libérer le clitoris qui devient tout à fait sensible et tout à fait excitable. Donc voilà ce que j'ai voulu faire en tant que gynéco-obstétricien. On a à peu près 130 patientes qu'on a repris et dans lesquelles nos résultats qui sont en accord avec ce que Foldès a fait. À peu près 80% des femmes retrouvent une sensualité, une sexualité qui est tout à fait parfaite. Et en sachant que lorsqu'on fait la reconstruction du clitoris, c'est dans le but 3 d'abord, c'est la revendication identitaire parce que c'est des femmes qui se disent « j'ai perdu quelque chose et je veux le retrouver ». C'est pas en fait une chirurgie plastique, c'est pas une chirurgie esthétique, mais c'est plutôt une chirurgie donc de reconstruction. En deuxième, ça permet également à ces femmes d'avoir moins mal pendant les rapports. Donc c'est le but de la reconstruction du clitoris. C'est pas tellement le but de leur donner l'orgasme, parce qu'il y a certaines femmes qui sont excitées, qui ont un orgasme, mais le but c'est de le reconstruire physiquement et moralement, parce que ces femmes-là, il faut se dire, ces femmes se sentent diminuées. Le fait de leur reconstruire, ça leur permet d'être vraiment femmes. Alors c'est une intervention qui est quand même, je dirais pas difficile pour quelqu'un qui fait la chirurgie. C'est une intervention qui est facile à pratiquer. Ce qui est difficile, en fait, c'est le suivi de ces patientes. C'est-à-dire parce que c'est quelque chose quand même qui est retenti sur la psychologie. C'est pour ça il y a une mise en place d'une consultation psychologique avant l'intervention. L'intervention elle-même, techniquement, c'est facile à réaliser. Ça dure à peu près 45 minutes et ça se fait sous anesthésie générale ou sur péridurale, c'est-à-dire achat anesthésie, mais pas sur anesthésie locale. Donc, c'est une intervention qui est prise en charge en France par la Sécu. Donc ça se fait pratiquement, c'est très facile, mais c'est le suivi des patientes qui est difficile. Et c'est très très douloureux parce que le post-opératoire, c'est une zone qui est très très sensible parce que les femmes parfois revivent ce qu'ils ont vécu quand ils ont subi l'excision. Il faut dire que moi j'ai appris la technique et c'était en 2006 et je me suis dit pourquoi ne pas faire bénéficier cette technique-là dans les autres pays? Mais le point, c'est que dans ces autres pays où se pratique l'excision, tout le monde n'est pas d'accord déjà de la mise en place de cette technique. Parce qu'on va en l'encontre d'une coutume donnée. Donc, moi, j'ai pris la décision, grâce au CHU d'Angers, j'ai pris la décision d'aller former d'autres médecins en Afrique, parce que c'est là vraiment que les gens en ont besoin, parce que c'est là où il y a beaucoup de monde qui sont excisés.
Et chaque année, je vais au Burkina Faso former d'autres médecins afin qu'ils puissent pratiquer la technique là-bas au Burkina Faso. Le but du jeu, c'est pas que j'aille opérer, mais le but du jeu, c'est que j'aille apprendre aux gens la technique pour qu'ils puissent eux-mêmes opérer les patients sur place. Si on veut que le message passe, il y a des façons d'aborder le sujet. Il ne faut pas juger l'autre, il ne faut pas le voir comme barbare. Et lorsqu'on utilise le terme barbare, même si l'acte est barbare, même si on dit que c'est l'acte qui est barbare, ben celui qui pratique se sent accusé. Pour lui, on le traite de barbare. Et ça ne peut pas passer. Alors qu'en réalité, pour lui, c'est sa tradition. Pour lui, il est en train de faire du bien. Et puis, on le traite de barbare. Et évidemment, on ne peut rencontrer qu'une opposition. La personne ne réfléchira plus. Il va se braquer. À tort ou à raison, mais il va se braquer. Ce qui m'intéresse dans l'excision, que moi je pense qu'on peut garder, c'est ce passage à l'âge adulte sans l'acte du clitoris, sans l'acte d'avoir aussi mal pour avoir ce savoir-faire. Parce que dans cette forêt sacrée, ce moment d'incision est un moment de sagesse aussi. C'est un moment où vous êtes en contact avec des personnes d'un certain âge qui vous transmettent des choses. Une fille qui a été excisée dans des conditions vraiment de la tradition, elle a un savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, on t'apprend beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est une éducation pour eux. Ce que tu lis dans le visage de ces femmes qui sont autour de toi, c'est un soulagement. Elles sont soulagées que tu n'y es pas resté. Donc, il y a une conscience de l'acte. Et tu sens pas des criminels autour de toi, les gens qui sont contents de te faire du mal. Voilà. Et pour eux, c'est inconscient. Donc, la tolérance, elle vient à partir de là. Moi, ça me fera mal qu'on aille arrêter les matrones pour les mettre en prison, alors qu'elles sont ignorantes. La sensibilisation, elle se fait en France. Mais elles ne savent pas. Moi, il a fallu que je sois là il y a 10 ans pour savoir que tous les accouchements difficiles que j'ai eus, la conséquence, c'est l'excision. Le pipi, par exemple, que tu ne peux pas conserver longtemps, très jeune, c'est l'excision. On ne sait pas ça. Donc, si on a des problèmes et que nous ne savons pas, on ne peut pas leur dire que c'est des criminels. Et la sensibilisation dans les grandes villes, ça ne sert à rien. Il faut aller sur le terrain, mais régulièrement changer le comportement des gens. Changer leur façon de vivre, les mettre en groupe. Et c'est comme ça que l'excision peut s'arrêter. Donc, maintenant, je le dis bien, c'est un crime pour moi, par exemple, qui suis ici, qui fait un enfant ici, et qui a été déjà sensibilisé, qui prend mon enfant et je l'emmène en Afrique pour qu'on l'excise, c'est un crime. Parce que j'ai le maximum d'informations. Ce n'est plus de la tradition. Quand tu as compris tout le sens, tout le méfait que ça fait, et en plus cette douleur, tu ne peux pas le souhaiter à ton enfant. Chaque fois si je vais au Mali, je ne veux pas que mes filles sortent tout seules. Parce que j'ai peur qu'ils vont les circonciser. Je ne veux pas. Je reste avec mes filles. Mais les garçons, ils peuvent aller là où ils veulent. Mais mes filles, ils sont collées à moi. Pour qu'on puisse abandonner cette pratique, il faut que les mamans, parce que c'est des donneuses de vie, elles ne sont pas preneuses de vie. Donc, il faut que ces mamans soient vraiment sensibilisées sur les méfaits de l'excision, qu'on aille à la campagne, qu'on en parle dans les écoles et qu'on n'hésite pas aussi à le dire que l'excision amène aussi la mort. Les filles naissent avec cet organe-là. Et pourquoi mutiler cet organe? Une fille qui n'est pas excisée, elle n'est pas malpropre. Une fille qui n'est pas excisée, elle peut continuer à prier, elle peut continuer à faire le jeûne, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane,
qu'elle soit animiste, ça ne change rien. Elle n'est pas malpropre. Donc, par moments, je me dis, est-ce que c'est normal qu'on se mette à la place du Tout-Puissant pour dire qu'on est malpropre alors qu'on est avec? Le monde a changé et nous devrions changer avec. Et une fois encore, changer avec le monde, ça ne veut pas dire que revenir à nos coutumes. Il faut juste faire la part des choses. À notre époque, l'homme ne peut pas prétendre dominer la femme. Voilà, ça ne veut pas dire que la femme doit ressembler à l'homme et que l'homme ressemble à la femme. Non, chacun est tel qu'il est, mais ce consensus, elle fait partie des valeurs universelles que chaque société doit adopter, à mon avis. Pensons à nos sœurs, pensons à nos mères et pensons à nos épouses et que c'est tout simplement quelque chose qui n'a aucune raison d'exister dans notre société aujourd'hui. Exciser, c'est pas bon. Oh yo yo. Exciser, c'est mutiler. Arrêtez de mutiler. Exciser, c'est pas bon. Oh yo yo. Exciser, c'est mutiler. Arrêtez de mutiler. Sabaya musolukan. Farafina musolukan. Lada yolukan. Lada juya musolukan. Sikinaga tora miye. Aye ya fanema. Omaide. No ye masibaye.